Arnaud Alexandrin, bonjour. Vous êtes Bonjour. docteur en sociologie, enseignant en sociologie du genre et des discriminations. Vous êtes l'auteur de nombreux livres et articles sur la transidentité, les teen séries, le mariage pour tous. Vous avez également travaillé sur la sociologie des fans de Mylène Farmer, donc un spectre assez large. Vous avez écrit coécrit Comme tu me vois, qui est une pièce de théâtre sur la grossophobie, et plus récemment coécrit Lutte contre l'obésité, lutte contre la grossophobie, paru aux éditions du Bord de l'eau. Ce qu'on a trouvé particulièrement intéressant dans vos travaux et dans ce livre, c'est aussi la raison de cet échange aujourd'hui, c'est cette double approche, à la fois lutte contre la maladie qu'est l'obésité et la lutte contre la grossophobie, et surtout le fait de faire comprendre que ces deux luttes sont intimement liées. Je vais juste parler de moi avant, petite anecdote personnelle. Quand j'ai rejoint la Ligue nationale contre l'obésité, plusieurs amis m'ont dit « mais la Ligue contre l'obésité, c'est pas stigmatisant pour les personnes obèses, pourquoi tu serais contre elle ?» Et on peut faire le parallèle avec la Ligue contre le cancer. On se pose clairement pas la question d'être contre une maladie. Ça montre bien tout le travail de sensibilisation qui reste à faire sur ce sujet et sur la reconnaissance de l'obésité comme maladie chronique. Alors, on l'a dit, vous vous êtes intéressé à toutes les formes de discrimination, vous avez écrit dessus, abordé leur intersectionnalité, mais qu'est-ce qui vous a conduit plus précisément à vous intéresser à l'obésité et donc à la grossophobie ? Un ensemble de facteurs conjugués qui amènent à traiter d'un sujet, particulièrement lorsqu'on n'est soi-même pas concerné. Premièrement, j'ai travaillé avec des collègues sur d'autres sujets que celui de la grossophobie ou de l'obésité, mais ces collègues-là, elles et eux travaillaient déjà dessus. Je pense à Anastasia Maidani, qui avait travaillé sur la sociologie du corps et notamment les transformations corporelles, Marielle Tools, qui avait travaillé sur les parcours bariatriques, ou Thibaut Bossy, qui avait fait sa thèse en sciences politiques sur la mise sur agenda politique de ces questions. Ce faisant, j'avais de mon côté déjà travaillé sur les discriminations, notamment dans l'espace public, notamment à l'école, et il m'était apparu à de très nombreuses reprises que la question de la grossophobie pouvait être quantifiée, et j'avais des éléments pour le faire. Accompagné donc par ses amis, j'ai quantifié dans des premiers articles la question de la grossophobie, de l'expérience de la grossophobie dans l'espace public, à l'école notamment, et j'en ai produit quelques textes, notamment de conférences. C'est à la suite de ces conférences que j'ai rencontré plusieurs médecins, notamment à Bordeaux, et avec ce groupe de chercheurs et de chercheuses réunis, nous avons développé quelques recherches, notamment sur la grossophobie, sur les ETP obésité, mais également sur l'expérience de la grossophobie et de l'obésité pendant la période Covid que nous avons analysée comme une période pas simplement exceptionnelle, mais plutôt révélatrice à la fois des parcours de santé, des parcours de soins et des parcours de vie. C'est à la suite de cette recherche que nous avons tenté de publier ce livre qui jumelle à la fois la lutte contre l'obésité et la lutte contre la grossophobie, qui est un livre polyphonique, hein, à la fois en matière d'approche théorique, d'approche académique. Et parallèlement à ça, avec Marielle Tools, nous avions voulu travailler la traduction sous forme d'autres supports, d'autres médias de nos recherches, notamment en matière de théâtre. Et nous avons rencontré le comédien Grégory Miège, avec qui j'avais déjà travaillé préalablement, et nous avions pensé ensemble produire une pièce, écrire plutôt une pièce autour des questions d'obésité et de grossophobie. La pièce se nomme Comme tu me vois, et elle a été notamment jouée pendant 3 semaines au Festival d'Avignon, comme quoi la recherche peut se dire dans plusieurs langages, à la fois en sciences politiques, en sémiologie, en sociologie, en médecine, mais aussi dans des formes plus théâtrales. Et c'est tout l'enjeu de la recherche sur ces sujets-là, de les sortir du régime d'exception ou de minorité pour les faire voir à un public plus large. C'est important pour nous de faire ce dialogue-là. Et vous parliez de la période Covid et aussi du terme de la grossophobie qui est assez récent on va dire, dans sa définition officielle. Est-ce que vous pouvez nous donner cette définition-là et en quoi c'est important de nommer? Vous avez raison, hein, la grossophobie est un terme récent si on en croit les inscriptions dans les dictionnaires, hein, notamment Larousse ou Robert, hein, qui datent des années 2020, hein, pour le dire ainsi.
ou la fin des années 2010. Au demeurant, le terme de grossophobie est connu en France depuis les années 90, milieu des années 90, par les militants et les militantes, notamment la militante comédienne Anne Zamberlan qui avait écrit sur la grossophobie. Mais ce terme était tombé en désuétude, ou plutôt n'avait pas pris dans le milieu militant et dans le milieu académique français, jusqu'à l'apparition d'associations militantes politisées, pas simplement d'associations de pairs ou d'associations de patients, mais plus précisément d'associations politiques sur les questions de poids ou de grosseur. Et vous voyez déjà qu'on change un peu de vocabulaire lorsque l'on parle de grosseur et pas simplement d'obésité. La question de la grossophobie, c'est celle de la stigmatisation, de la discrimination, du traitement différencié dans les actes, dans les représentations des personnes qui sont ou jugées comme en surpoids, grosses ou obèses. J'emploie les trois vocabulaires car nous ne sommes personne, au fond, pour mesurer précisément les questions d'obésité, mais les médecins s'octroient le droit de le faire selon des mesures plus ou moins discutables, dans des catégorisations à la fois nécessaires pour la prise en charge, la reconnaissance et le remboursement, et des catégorisations que l'on peut discuter d'un point de vue méthodologique ou du point de vue de leur bornage strict. En même temps que les questions d'obésité ou de surpoids ne sont pas toujours perçues par ce vocabulaire-là, et c'est la question du poids plus généralement, c'est-à-dire de la grosseur, qui va être un levier de stigmatisation. Ici, on voit bien que la discrimination, la stigmatisation, comme les personnes contre les personnes vues ou jugées comme grosses, n'est pas simplement une question juridique, mais elle est plus précisément une question relationnelle et représentationnelle. Si elle n'était qu'une question juridique, on dirait aux gens porter plainte et ce serait au fond au théâtre du droit de s'en emparer et de régler des problèmes interindividuels. Or, on voit bien que c'est une production d'imaginaire et une production à la fois de catégorisation de corps et de stigmatisation de corps d'un point de vue social dont il est question ici, et donc d'un point de vue politique. Politique de soins, politique éducative, politique de santé, politique relationnelle ou politique des représentations et des visibilités. C'est de ça d'ailleurs dont nous parlons dans le livre Lutter contre l'obésité, lutter contre la grossophobie, de manière à jumeler des questions de santé et des questions de discrimination dont il est urgemment temps de parler aujourd'hui. Par rapport au fait que vous ayez travaillé sur d'autres types de discrimination, est-ce que vous voyez un lien, une sociologie commune à la fois du côté des personnes discriminantes que des personnes discriminées? Et en fait, j'avais une question, enfin, c'est une remarque qui est peut-être un peu marché sur des œufs, mais qui était personnelle, mais j'avais l'impression que les phobies diverses liées aux questions LGBTQIA+, notamment, elles sont souvent de près ou de loin idéologiquement assumées, avec cette croyance de choix volontaire, de mise volontaire à la marge d'une société bien pensante, d'une doctrine qui s'opposerait à une norme, avec le fameux contre-nature pendant la manif pour tous, alors que la grossophobie, elle, semble plus relever d'une forme de pitié condescendante, d'une faiblesse, l'idée que les personnes grosses subiraient leur situation, leur pulsion, sans réaction, qu'elles seraient en quelque sorte pas adaptées aux injonctions capitalistes de nos sociétés, de rendement, de rentabilité. Ça, on le retrouve notamment sur la ligne d'écoute au bécoute de la Ligue, dans des témoignages sur la discrimination au travail. Mais donc, est-ce que vous voyez des points communs sociologiques entre toutes les formes de discrimination, pas seulement l'obésité et la grossophobie plutôt? Vous avez raison de le souligner, quand on parle de grossophobie, ça veut dire que l'on inclut un nouveau critère dans le panel des critères déjà observés de discrimination. Alors même si en droit, le terme de grossophobie n'est pas encore reconnu, avec cette tension, est-ce que la grossophobie, c'est de l'ordre de l'apparence? Et donc, auquel cas, si c'est l'apparence qui joue, on voit bien la difficulté de le dire en droit, c'est un critère très compliqué à mobiliser en droit, l'apparence, ou bien c'est la santé, mais toutes les personnes grosses ou stigmatisées du fait de leur poids n'ont pas de problème de santé. Donc on voit bien la difficulté juridique de saisir ça. Donc vous avez raison, quand on ajoute un critère de discrimination, et c'est un vrai débat chez les juristes de savoir si on doit ajouter un critère de discrimination ou subsumer tout cela par un unique critère de lutte contre les discriminations en général, mais je clôt le débat parce que je ne suis pas juriste.
Quand on ajoute un critère de discrimination comme celui de la grossophobie, on se pose la question de la dimension transversale intercritère des logiques à l'œuvre. Alors bien sûr, comme toute discrimination, on a des logiques de stéréotypie, c'est-à-dire de catégorisation, c'est-à-dire d'infériorisation sur des critères donnés. Ici, en l'occurrence, l'apparence ou le poids. Mais il y a des parallèles à faire. Je ne suis pas le seul à faire ces parallèles. En tout cas, on peut en souligner quelques-uns. Sur la question des minorités de genre ou de sexualité, qui sont plutôt celles de mes études, on peut montrer que la question du choix ou de la volonté se pose de manière égale. Les homosexuels auraient choisi leur sexualité, alors après tout, pourquoi demandent-ils des droits? Les personnes trans auraient choisi leur genre, et donc si elles choisissent librement leur genre, pourquoi demandent-elles des droits, notamment de remboursement à l'opération? Si chacun doit faire ce qu'il veut, alors chacun doit aussi prendre en charge son opération. C'est des logiques très américaines que l'on peut voir, des logiques très libérales et excluantes que l'on peut voir sur la question trans comme sur la question d'ailleurs de l'obésité. La question du choix ou du non-choix est une aporie, mais elle est posée ici pour surresponsabiliser, donc culpabiliser des corps que l'on va juger discréditables, infâmes. On verra plus tard peut-être dans nos échanges quelque chose comme de l'ordre du dégoût. Deuxièmement, on peut noter qu'il y a quelque chose de l'informe aussi du côté de l'obésité comme du côté des personnes transgenres, quelque chose d'insaisissable. Il y avait des normes avant, des normes de corps, des normes de genre, des normes esthétiques, que ces corps viennent transformer, discuter. Alors, s'il y a discussion, s'il y a transformation, on pourrait le dire autrement, s'il y a injonction au wokisme et à la diversité, alors il est autorisé de critiquer ces personnes que l'on va juger américanisées, militantes, ou une mauvaise influence toujours sur les jeunes. Les jeunes étant, ou les enfants étant toujours le parangon de la neutralité que des militants et des militantes jugés comme tels viendraient sacrifier sur l'autel de la diversité de poids ou de genre. Donc vous avez raison, il y a des parallèles à faire. Ces parallèles, ils ne sont pas simplement théoriques, ils sont évidemment politiques, puisque lorsqu'on voit les prises de parole politiques et les prises de décisions politiques sur l'obésité et sur la transidentité, on voit que notamment les personnes qui sont pour le déremboursement des opérations pour les personnes grosses sont aussi pour l'absence de prise en charge des mineurs trans. On le voit aujourd'hui dans les débats. Alors, la question qui se pose est plutôt celle de savoir si aujourd'hui, dans un régime démocratique qui est marqué par une suspicion de tendre l'oreille, de tendre une attention particulière à ces minorités dont nous savons aujourd'hui qu'elles sont particulièrement discriminées et que cela a des conséquences en santé. Plus encore, que ce sont des minorités qui nécessitent des soins, en tout cas pour celles et ceux qui le désirent, et qu'à les stigmatiser, ce que l'on fait aussi, c'est qu'on les éloigne des parcours de santé. Donc l'enjeu ici de rassembler les questions de lutte contre les discriminations avec les questions d'accès à la santé me semble tout à fait transversal aux critères de discrimination et central du point de vue de la politique publique. Très bien. D'ailleurs, oui, on parlait de dégoût, et vous avez écrit un livre, coécrit un livre, Que faire de nos dégoûts, qui, avec la philosophe Brigitte Estève-Bellebaud. Alors, c'est un peu technique, mais ça me semble important pour comprendre les mécanismes de discrimination, comme vous le dites, de manière plus générale. Elle aborde le glissement de l'objet du dégoût au sujet du dégoût, et donc le passage d'une dimension psychologique à une dimension morale. C'est dégoûtant, donc c'est pas bien, donc ça ne devrait pas se faire. Pourriez-vous développer cette notion? Dans ce livre sur le dégoût que nous avions écrit avec Brigitte Estève-Bellebaud et Rogelio Estève, son mari, qui est un livre publié il y a maintenant quelques années, 3 ans si je ne m'abuse, nous avons essayé de montrer qu'il y avait un glissement entre ceux qui dégoûtent, c'est EX, et ceux qui dégoûtent, c'est eux. Pour le dire autrement, s'il y a des personnes qui dégoûtent, c'est parce qu'elles sont porteuses d'objets du dégoût, notamment des questions de débordement des normes. On le voit avec les questions de migration, avec les questions trans ou avec les questions d'obésité ou de surpoids ou de grosseur, mais aussi avec un imaginaire concernant les personnes discriminées du fait de leur poids autour des flux
la transpiration, le gras, quelque chose de l'ordre de l'informe, d'insaisissable, qui ne permettrait pas de dessiner des contours clairs, bref, des cases avec un extérieur et un intérieur. Ce qui ne serait pas saisissable, ce qui ne serait pas catégorisable, serait suspect. Suspect parce que ça masquerait quelque chose, comme le gras masquerait quelque chose, comme le changement de genre masquerait quelque chose. Alors s'il y a à la fois suspicion et peut-être aussi danger du fait de ce que l'on tenterait de cacher, en tout cas selon celles et ceux qui considèrent que les personnes grosses comme les personnes trans ont des choses à cacher de leur passé comme de leurs intentions militantes, alors il y a peut-être quelque chose du dégoût qui se loge là, du dégoût, c'est-à-dire à la fois du jugement moral, ce qui ne devrait pas être, ce qui ne devrait pas se faire, et puis du dégoût de l'ordre quasiment physique, de l'absence de contact, puisque le dégoût se définit par une absence de contact, de toucher physique, de toucher visuel. Mais cela a des conséquences, notamment en termes de rupture relationnelle. On le voit avec les personnes qui prennent du poids et divorcent, ou à l'inverse, qui perdent beaucoup de poids et subissent des divorces, tout simplement parce que du moment où les normes sont changeantes, notamment les normes esthétiques ou les normes de corps, eh bien, le regard se dérobe, et quand le regard se dérobe, eh bien, on quitte l'espace classique de l'humanité. Je ne te regarde plus, je ne te considère plus, et quand je ne te considère plus, alors je peux commencer à te discriminer. Plus loin, elle cite la philosophe américaine Martha Nussbaum qui écrit si on peut éduquer le goût, on peut donc éduquer le dégoût. Donc, est-ce que vous croyez en cette éducation du dégoût, on va dire, le début de l'enfance? Et est-ce que vous avez des pistes de rééducation, de reconstruction des idées reçues, notamment sur l'obésité? Ce qui est sûr, c'est que on est acculturé à des formes de dégoût depuis l'enfance, à la fois des dégoûts protecteurs et des dégoûts qui sont de l'ordre de la stigmatisation et de la mise à l'écart de certaines populations. Comme on est donc socialisé à ces dégoûts, on est aussi socialisé à des goûts, le bon goût, ce qui apparaîtrait comme étant de l'ordre de la norme. Dans cette perspective, on voit qu'il y a des instances de socialisation qui sont particulières, qui sont centrales. Par exemple, l'école. Et lorsque l'on voit que des préoccupations en termes de genre commencent à très clairement être inoculées dans les cours d'éducation physique et sportive, on se dit que les questions de poids doivent aussi apparaître dans celle-ci. Quand on voit que à l'école ou dans l'espace public, les questions d'accessibilité se posent pour les personnes en situation de handicap, il est à se demander jusqu'où cette inclusion pourrait concerner aussi les personnes ayant des difficultés à se déplacer, personnes âgées évidemment, mais personnes aussi par exemple en surpoids. Bref, il y a des instances de socialisation, l'espace public, les politiques publiques, notamment les politiques publiques éducatives, qui sont à la fois des leviers de déconstruction des normes et des représentations, mais aussi des leviers de reconstruction d'un imaginaire commun plus inclusif, même si je sais qu'aujourd'hui, quand on parle d'inclusion, eh bien, on n'est pas tout à fait à la mode. Au demeurant, si on est socialisé, si on apprend des goûts comme des dégoûts, alors il est possible de transformer ces goûts et ces dégoûts, là encore par la socialisation, c'est-à-dire notamment par l'éducation. On le voit notamment dans l'éducation nationale. Quand on mesure le taux de discrimination des élèves en surpoids ou en situation d'obésité à l'école, notamment leur taux de déscolarisation, de déprise scolaire, on se dit qu'il y a quelque chose à faire autour de l'invisibilisation de ces corps, de l'invisibilisation dans les instances, mais aussi d'invisibilisation dans les médias. On en parlera peut-être, puisque être visible, être reconnu, se dire que nous ne sommes pas seuls, c'est une manière de déstigmatiser aussi les corps. Oui, et un autre endroit où l'obésité se retrouve et c'est le milieu médical. On en a parlé tout à l'heure. Alors la solution médicale dans le traitement de l'obésité reste un pilier du travail de la Ligue, mais c'est aussi une source importante de grossophobie. D'un côté, l'hôpital, le milieu médical se veut neutre, veut traiter les patients de la même manière, ce qui amène souvent à une non-adaptabilité d'usage. On le retrouve dans les balances, les scanners, les lits médicalisés, les parcours de prise en charge en général.
et de l'autre, une vision où tout est de la faute de l'obésité, une entorse, un mal de dos, tout serait lié à ça uniquement, mais aussi dans un vocabulaire parfois inadapté, allant d'un extrême de « il faut maigrir immédiatement si vous voulez vous faire opérer » ou à l'inverse, le fait de ne pas aborder du tout ces notions-là par peur de stigmatiser. Quel est votre regard à vous sur le milieu médical sous le prisme de la grossophobie, pas seulement négativement, mais aussi dans ce qu'elle peut apporter de solutions? Ce que nous montrons, et ce, dès l'introduction du livre, c'est qu'on ne peut pas penser les questions de discrimination et les questions de santé séparément. On l'a vu récemment avec la notion de santé mentale. Ce qui devait être un grand plan national et qui a plutôt été quelque chose d'incantatoire, mais peu importe, autour de la santé mentale, pourrait se résumer ainsi. Il y a des problèmes de santé mentale et ces problèmes de santé mentale, en France notamment, mais ailleurs très probablement, mais restons en France, sont notamment causés par des questions de stigmatisation, isolement, ostracisme, discrimination ou violence. Bien sûr, il n'y a pas que ça, mais on voit que le lien entre les deux est massif. Aux États-Unis, par exemple, le concept de stress des minorités aura montré que plus les minorités sont victimes de discrimination et de violence, plus elles ont une santé mentale qui se détériore. Cette question du stress des minorités a été appliquée aux minorités ethno-raciales, aux minorités sexuelles ou aux minorités de genre, et à chaque fois, on en voit les effets absolument dramatiques. Il n'y a pas de mesure en France sur les populations grosses, obèses ou en surpoids. Vous choisissez votre vocabulaire. Mais on pourrait faire l'hypothèse qu'il y a un lien effectif entre stigmatisation et affaiblissement de la santé mentale. Par conséquent, on pourrait aller un peu plus loin en considérant que s'il y a un affaiblissement de la confiance en soi, des pensées noires, voire suicidaires, il y a aussi des conséquences en matière de santé physique, notamment en termes de déprise en santé, d'errance diagnostique ou thérapeutique, ou de confiance dans les institutions de santé. Tout cela est excessivement lié. Donc on ne peut pas penser l'un sans l'autre, on ne peut pas penser les stigmatisations sans la santé, on ne peut pas penser la santé sans les stigmatisations, d'autant plus que le pourcentage de personnes grosses ou en surpoids qui se déclarent victimes de discrimination ou de stigmatisation dans leur parcours de santé est absolument considérable. On a donc une situation où il semblerait, selon certains militants et certaines militantes, que la seule solution soit la démédicalisation totale des questions d'obésité et des parcours d'obésité. De l'autre côté, on a des praticiens et praticiennes qui viennent considérer que la seule solution est une solution médicale et uniquement médicale. Ce que nous montrons dans le livre, c'est qu'il existe un interstice, un chemin entre une surmédicalisation et une absence de médicalisation. C'est la médicalisation éthique, notamment celle qui prend en considération la volonté des patients et des patientes, les nécessités d'opération de manière à ce que l'obésité ne soit plus une maladie totale qui fasse que tout doit être considéré par le prisme de l'obésité, du panari jusqu'au problème, je sais pas moi, pulmonaire par exemple. Et dans ce petit chemin de crête, la question de la stigmatisation me semble être à la fois une position, une posture et une politique de santé et une position, une posture et une politique associative. Les deux peuvent se rencontrer à cet endroit et d'ailleurs, on remarque que de plus en plus de congrès sur l'obésité, sur le surpoids, on voit que de plus en plus de pratiques médicales, notamment de séminaires, incluent la question de la grossophobie. On voit également que des associations comme la Ligue contre l'obésité ou bien Stéréo vont très clairement s'orienter sur les questions de lutte contre la stigmatisation à l'égard des personnes grosses. Ça veut dire que ce combat est en train d'être mené avec deux voies clairement différentes. D'une part, une voie plus radicale, une voie plus politisée, qui serait celle d'associations comme Gras Politique, et de l'autre, des voies plus modérées, si j'ose dire, autour de la possibilité d'une discussion avec le monde médical. C'est pas la première fois qu'on a une opposition associative comme ça. On l'a vu avec le VIH/SIDA, entre d'un côté AIDS et de l'autre côté ACT UP. Donc l'histoire se reproduit au fond sur la question de l'obésité ou de la grosseur. Politiquement, il en ressort que les deux fronts sont utiles.
Le premier pour être un porte-voix des questions politiques et du poil à gratter en matière médiatique et politique. L'autre voix qui semble plus une voie de conciliation, mais aussi une voie pratique en matière de lutte contre l'obésité et de lutte contre la stigmatisation contre les personnes grosses. Oui, c'est très intéressant. Et on parlait du coup des autres luttes parallèles. On a vu ces dernières années, notamment sous l'impulsion de Netflix, l'apparition de personnages plus inclusifs. Vous avez d'ailleurs écrit sur le sujet dans des séries adolescentes comme Sex Education ou plus récemment Heartstopper. Je sais pas le prononcer, hein, mais qui sont donc des séries, l'une sur un lycée et l'autre sur un amour entre deux adolescents. Les individus ne sont pas vus sous le prisme de leur minorité, mais dans une forme de banalisation positive. J'ai 2 questions à ce sujet. La première, est-ce que vous pensez justement qu'on pourrait adapter ce type d'approche inclusive à l'obésité? Et l'autre question, si elle est bénéfique pour les personnes concernées sur le plan de l'identification, de la visibilité, de la confiance en soi, est-ce que ce procédé peut convaincre ceux qui font subir là ou les discriminations? Nous travaillons avec Mélanie Bourda actuellement. Nous avons publié un livre sur les teen séries. On pourrait se résumer ainsi. Qu'est-ce que les séries et les séries pour ados font aux ados, et donc par conséquent aussi aux parents ou au monde éducatif, hein. Et qu'est-ce que ces ados font avec ces séries? Parce qu'ils en font bien quelque chose au-delà de les regarder. Ils discutent, ils commentent, ils changent leur représentation, bref. On a vu que ces séries étaient de plus en plus inclusives sur les questions de la diversité ethno-raciale, sur le handicap, sur les questions de sexisme, de féminisme, ou sur les questions LGBTQIA+. Elles le sont démesurément moins sur les questions de poids, si ce n'est les questions d'anorexie, notamment du côté des jeunes filles, et de manière plus périphérique, autour des jeunes gays, on l'a vu notamment dans Heartstopper, puisque l'un des protagonistes souffre de troubles du comportement alimentaire. Dans l'homophobie intériorisée qu'il manifeste, il manifeste également en parallèle des difficultés à accepter son corps qu'il sous-alimente. Les populations, les personnages gros sont assez marginaux. On a peu de séries qui les évoquent. Elles sont d'abord anciennes et quand elles sont produites, lorsqu'elles sont diffusées, elles ne le restent pas longtemps. On peut penser par exemple à plusieurs séries, citons-en quelques-unes. Insatiable, qui a été une série très polémique autour d'une personne qui semble n'être grosse qu'en mangeant, avec cette idée que en devenant grosse, elle perd sa beauté et sa désirabilité. Plus intéressant, on a une série de 2014 sur Journal d'une ado hors norme qui découvre à la fois sa vie d'ado, mais aussi sa vie amoureuse avec les affres du surpoids et de la stigmatisation, mais cette série n'a pas duré. On a d'autres personnages, gros ou en surpoids, qui apparaissent dans certaines séries, mais toujours des personnages marginaux, satellitaires, périphériques, qui d'ailleurs meurent vite. Ce ne sont jamais des personnages centraux, sinon peut-être dans Stranger Things, et je renvoie ici à une communication et une future publication de Marielle Tools, la co-auteure de la pièce de théâtre et du livre que vous avez cité sur l'obésité et la lutte contre la grossophobie, qui montre que dans Stranger Things, l'un des personnages gros est un personnage certes central, qui dure et qui n'est pas stigmatisé, mais qui est quand même montré avec cette pratique alimentaire qui semble résumer toute l'obésité, avec beaucoup de courage en même temps, ce jeune garçon, mais comme le rappelle Marielle Tools, c'est un monde à l'envers, Stranger Things, donc c'est un monde qui n'existe pas. C'est comme si c'était une représentation inversée du réel, et donc si on fait le calcul de tout ça, l'addition de tout ça, on a des représentations de l'obésité qui restent parcellaires, jamais durables, périphériques au personnage central, résumées à l'alimentation ou bien à la science-fiction. Dans ce monde des représentations, on peut donc s'interroger, est-ce que les personnes grosses ont vraiment notamment les adolescents et les adolescentes,
ont vraiment des imaginaires qui rendent positif leur corps, sans basculer dans un body positivisme qui voudrait dire que peu importe le poids, nous devons considérer qu'il n'y a aucun problème des corps. Bien sûr, la question de la santé peut se poser en même temps que la question de l'amour que l'on peut se porter. On voit bien que là, il y a une limite qui est peut-être une limite en termes de production de séries et qui rejoint là aussi très probablement la question du dégoût dont nous avons déjà parlé. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de dégoûtant à produire, à diffuser et à soutenir des corps qui seraient en dehors du désirable? Très bien. On arrive sur la fin de notre podcast et de l'enregistrement. J'aimerais aborder juste rapidement une question sur l'intelligence artificielle dans les créations d'images notamment, et donc on reparle de ce stéréotype. On voit souvent apparaître des corps féminins sexualisés, des visages blancs par défaut, des représentations très très normées. On utilise de plus en plus ChatGPT et autres. L'utilisation systématique n'est pas un risque de faire perdurer les discriminations, voire de saboter en quelque sorte certaines avancées, à votre avis? Les travaux autour de l'intelligence artificielle et de la production des imaginaires, je pense notamment aux travaux d'Isabelle Collet, ont déjà montré qu'il existait une production donc de réduction du réel par cette intelligence artificielle, du côté notamment des minorités ethno-raciales, des minorités de genre ou bien des femmes. Cela signifie que en amalgamant toutes les visibilités, tous les imaginaires qu'il trouve sur Internet, qu'elle trouve sur Internet, cette intelligence artificielle va proposer un imaginaire réduit, c'est-à-dire stéréotypé. On a donc ici une difficulté. La première, c'est qu'à chaque fois que l'on produit un imaginaire autour de l'obésité ou de la grosseur qui se réduit à l'alimentation ou au gras du corps d'ailleurs souvent peu visible dans son entièreté et dans sa réalité de l'obésité. Par exemple, on voit des mannequins qui sont grande taille alors que dans la réalité des vies, elles ne le sont aucunement. Je ferme la parenthèse. En produisant ces imaginaires, et là je m'adresse particulièrement aux communicants et aux communicantes, on va encourager l'intelligence artificielle à surproduire ce type de récit, ce type d'imaginaire. Il y a donc un effet multiplicateur par l'intelligence artificielle de ces imaginaires très stéréotypés, très stigmatisants à l'égard des minorités ou des majorités lorsqu'il s'agit des femmes. Ça veut dire qu'en amont, c'est à nous de produire, à la fois les scientifiques, mais aussi les associations, de produire de contre-imaginaires et de produire des contre-savoirs. Malheureusement, la période, et on le voit avec Trump, n'est pas au surfinancement et à l'aide manifeste des productions autour de la diversité. Quand on fait le lien entre la dégradation de la santé mentale et le contact avec des productions médiatiques jugées comme stigmatisantes, on voit bien que il y a quelque chose non seulement d'urgent à faire, mais plus précisément des éléments de résistance à produire, que l'on soit des militants, des militantes, que l'on soit des universitaires. Et c'est à souhaiter que nous ne baissions pas les bras face à l'ampleur de la stigmatisation.